c'est le distinguo que j'aimerais que nous fassions, en prémisse de ce cours, entre qu'est-ce que c'est qu'une théorie et qu'est-ce que c'est qu'une doctrine. La doctrine, c'est la parole de l'Église, étymologiquement. C'est-à-dire quelque chose qui ne fonctionne au niveau de la connaissance qu'à travers la foi. C'est-à-dire qu'il faut croire en la doctrine. La doctrine ne se démontre pas, la doctrine n'est pas le résultat d'un processus de pensée scientifique. La doctrine est un slogan, un mot d'ordre auquel il faut adhérer et croire. Les doctrines d'ailleurs se réfutent, alors que les théories s'enchaînent d'une certaine manière. Un exemple, dans Vers une architecture, Le Corbusier dit « La fenêtre horizontale est démocratique ». Voilà un bel exemple de dogme. Ce n'est pas démontré, on ne voit pas le rapport entre la démocratie et la fenêtre horizontale, mais comme on vendrait aujourd'hui des produits en disant qu'ils sont bio, eh bien, effectivement, on vend la fenêtre horizontale en disant qu'elle est démocratique. Vous voyez bien qu'on est très très loin là d'une théorie. Vous en avez eu d'autres, des slogans doctrinaux comme le less is more de Mies van der Rohe, que vous connaissez bien, auquel répond le less is a bore de Venturi. Donc vous voyez bien que toutes ces affirmations du début du XXe siècle, ou encore aujourd'hui, la doctrine a du mal à s'énoncer, mais grosso modo, je pense qu'un certain nombre de vos enseignants doivent y pêcher. On vous raconte que la bonne manière de faire de l'architecture aujourd'hui, c'est faire du storytelling, de raconter une histoire. Rien de plus aberrant pour un art aussi peu narratif que l'architecture. Mais peu importe, ce sont des effets de mode. Alors, comment est-ce qu'on va essayer d'appréhender la théorie et surtout essayer de ne pas être doctrinaire c'est en interrogeant un certain nombre de mots. J'ai souhaité que dans le déroulé du cours, on aille revisiter des mots dont on ne se sert plus beaucoup, non pas parce que leur objet est désuet, mais parce que les grandes ruptures du XXe siècle les ont un peu condamnés au nom, justement, de cette soif de slogan. Les mots que j'ai choisi de visiter avec vous, c'est celui d'ornement, celui d'échelle, celui de rythme, celui de composition, et puis des mots un peu plus nouveaux, comme le rhizome de Deleuze, le junk space de Coulas, sur lequel nous investiguerons. Mais évidemment, le premier de tous ces mots, c'est celui d'architecture. Avant de commencer à chercher à le définir, je voudrais expliquer l'état dans lequel nous nous trouvons. Je viens de vous dire que les doctrines ont irrigué le débat architectural du XXe siècle. La charte d'Athènes en est un. Et vous voyez bien que le mouvement moderne, ou les assertions du mouvement moderne, pour aussi bénéfiques qu'elles aient pu être dans le développement du XXe siècle, sont parfaitement en crise. Vous êtes à un endroit extrêmement privilégié. Ne croyez pas que vous soyez les damnés de la Terre. Vous êtes à la fin d'une période, c'est vrai, mais ça veut dire que vous êtes au début d'une autre. Et donc cette petite visite que nous allons faire ensemble des différents termes d'architecture pour essayer de voir derrière les mots ce qu'il y a d'intrinsèque à ce métier et à cette production va, j'espère, nous aider à mieux définir ce qu'est l'architecture. L'autre danger de la période actuelle, elle est illustrée par une phrase d'Alberti que j'aime beaucoup, et que je vous cite. Alberti nous dit « Sans théorie, l'architecture n'est qu'un commerce ». Et vous allez voir que la différence entre architecture et construction est un des premiers distinguos qu'il va falloir que nous fassions.
essayons de comprendre la situation de la pensée architecturale, parce que c'est ça qu'on questionne. Est-ce que l'architecture, ça se pense? Et si ça pense à quoi? À quoi pense l'architecture? L'intitulé du cours, ça pourrait être ça. Hein? À quoi pense l'architecture? Et en supposant, l'hypothèse que je fais, c'est qu'elle pense, qu'elle représente une pensée. Un petit tableau très caricatural pour qu'on se situe dans les enjeux de débat. Donc, de la découverte de Vitruve, la Renaissance, jusqu'à la fin du XVIIIe, début du XIXe, grosso modo, on va, dans une société qui évolue relativement lentement, on va réinterpréter, remâcher les quelques concepts qui sont contenus dans les 10 livres de Vitruve. Hein. Ils vont être réadaptés selon les régions ou les nations, et selon un peu les époques, mais de manière extrêmement lente. Et au 19e, commence, dans le domaine des idées déjà, avant d'être dans celui des objets, commence la mondialisation, commencent les échanges avec l'Extrême-Orient, commencent les échanges à l'intérieur du monde occidental. L'architecture a cette particularité, vous le verrez, elle est essentielle, d'être immobile. Et elle pèse horriblement lourd. C'est une des productions humaines qui pèse le plus lourd. Ça a l'air très trivial de dire ça. Ça a d'énormes conséquences. Le fait que, en l'occurrence, dans toute cette période qui va de la Renaissance au 19e, on ne transportait pas les matériaux, ou très peu. Hein, on allait chercher dans les territoires de briques, on fabriquait, dans les territoires d'argile, on fabriquait des briques, dans les territoires de forêt, on construisait en bois, quand on était près des carrières, sauf pour quelques édifices prestigieux, rarissimes, on faisait avec ce qu'il y avait sur le territoire. Et ça fabriquait, on le verra, des identités régionales d'une certaine manière. Hein. Les rues de Toulouse et les rues de Rouen ne sont pas les mêmes, l'une parce qu'elle était entourée de forêts et l'autre parce qu'elle était sur un bassin d'argile. Et puis, comme je vous le disais, le modèle dont s'inspiraient les maîtres d'œuvre, eh bien, il était quasiment tout contenu dans le livre de recettes de Vitruve. Avec le XIXe siècle, on arrive à ce que j'appelle le désarroi stylistique. Hein, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, on a, grâce au développement de l'édition, grâce aux sociétés savantes, grâce à l'accroissement des connaissances et surtout à leur partage, on arrive au XIXe siècle à avoir référencé tous les styles, hein, le roman, le gothique, etc. Et du coup, cette nouvelle bourgeoisie, hein, c'est aussi lié à une mutation sociale importante, hein, c'est-à-dire que la bourgeoisie a émergé de la Révolution et de l'Empire, eh bien elle se cherche sa représentation, hein, et elle va puiser dans l'histoire des styles, un peu comme un parvenu qui va dans un magasin de costumes et qui va choisir de s'habiller en prince renaissant, en évêque gothique ou autre référent. Et ce désarroi stylistique, vous le voyez très bien dans les architectures balnéaires du 19e. Hein, cette espèce de ce que les Anglais ont appelé le revival, hein, de refaire vivre le gothique, le roman, le baroque, etc. Le baroque a été moins plagié. Donc vous voyez, c'est sur ce désarroi que tout d'un coup arrive le mouvement moderne et ses slogans. Hein. On reviendra là-dessus plus longuement. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on peut essayer de parler de théorie d'architecture? D'abord parce que d'autres domaines scientifiques ont fabriqué ce qu'on appelle une épistémologie, c'est-à-dire une théorie de la connaissance, de leur domaine.
hein, et ça peut nous aider à fabriquer le nôtre. Parce que le palliatif, pour parler de théorie de l'architecture, jusqu'à aujourd'hui, c'est de parler de théorie de l'histoire, de l'architecture, ou de sociologie, de l'architecture, ou d'économie, de l'architecture. Mais ce n'est pas l'architecture qui pense là. C'est l'histoire, c'est l'économie, ou c'est la sociologie, ou c'est ce très 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 curieux département de la philosophie qui s'appelle l'esthétique. Méfiez-vous de ce mot. C'est en général un mot que les ingénieurs utilisent quand ils veulent dénigrer l'architecture. Ils disent ah oui, ça ne me concerne pas, c'est l'esthétique. Hein. Qui a eu un moment de florissant avec Hegel, et qui après a donné lieu à ce qu'on appelle la Gestalt-Théorie, la théorie des formes en allemand, hein, dans les premières années du XXe siècle. Donc tous ces champs, évidemment, ils sont intéressants à comprendre. L'histoire, ne serait-ce que l'histoire des techniques, va énormément nous aider à comprendre l'évolution de l'architecture. Mais ce n'est pas l'architecture en elle-même qui parle de ce qu'elle fait. Et c'est pourquoi j'ai choisi de m'attacher à quelques mots. À quelques mots après avoir réfuté l'idée que l'architecture est un langage. Ça, c'est un une vieille mantra de la recherche théorique en architecture. C'est dire, grosso modo, on émet des signes, il y a des gens qui lisent des signes parce qu'ils se promènent dedans ou autour, et donc, c'est un langage. Alors ça a donné trois très 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 beaux ouvrages. Summerson, qui nous parle du langage de l'architecture classique. En fait, c'est un petit livre qui a été fait à partir d'émissions de radio de la BBC, que je vous encourage à lire, qui est brillantissime. Il y a Zevi, qui nous a écrit un livre sur le langage de l'architecture moderne, qui est aussi parfaitement adéquat à son objet. Et il y a Jenks, qui nous a produit un autre livre qui s'appelle Le langage de l'architecture postmoderne. Qu'est-ce que c'est que ce langage qui a 3 langues? Ça ne tient pas debout. En fait, il s'agit, dans les 3 cas, du style moderne, du style postmoderne ou du style classique. Mais ça ne confère pas la valeur de langage universel ou universel, ou en tout cas atemporel, hein, que l'architecture pourrait véhiculer. Donc, pour ne pas prendre cette voie qui est très tentante, hein, que beaucoup d'auteurs choisissent, grâce au fait que la linguistique s'est beaucoup développée il y a une trentaine d'années, d'essayer de faire de la sémiologie, on en fera une séance, de faire de la sémiologie de l'architecture. Alors, venons-en maintenant au premier de ces mots qui, au fond, quel serait l'objet de la théorie de l'architecture, si ce n'est définir l'architecture, justement. Alors moi j'ai pris une définition de dictionnaire, celle du Larousse de 68, alors, c'est le moment où j'ai acheté mon Larousse, hein. Mais on va voir que peut-être la manière dont on définit les choses d'un dictionnaire à l'autre en fonction d'une époque, ça n'est pas sans influence. En tout cas, en l'occurrence, qu'est-ce que dit le dictionnaire Larousse? Il dit que l'architecture, c'est l'art de bâtir des édifices. L'art de bâtir des édifices. 3 mots. On va commencer par le dernier. Parce que c'est pas l'art de bâtir des constructions, des édifices. Qu'est-ce que c'est qu'un édifice? Un édifice, c'est une construction importante par sa taille ou sa signification. La taille, on y reviendra en discutant de la bignesse de Coulins.
il y a un phénomène d'accroissement dans la société, enfin dans le moment historique où on se trouve, hein, d'accroissement du nombre, et donc accroissement de la taille des choses. Ça ne veut pas dire que la bigness fabrique des édifices, on le verra. Mais en revanche, je suis très attaché au fait que la définition de l'édifice nous parle de signification. C'est-à-dire une construction qui fait signe, qui est signifiante. C'est-à-dire qu'on rentre directement dans la responsabilité symbolique de l'architecture avec cette définition de l'édifice. Et qu'est-ce qu'elle veut dire? Vous connaissez, je pense, mais je vous le redis quand même, la définition que Valéry donne dans Eupalinos de l'architecture. Eupalinos, c'est un petit texte qu'a écrit Paul Valéry en hommage à l'architecture, d'ailleurs à la demande de la Société centrale des architectes. C'est un ouvrage de commande, et il le fait à la manière d'un dialogue platonicien, c'est-à-dire qu'il y a deux personnages qui discutent entre eux, et dont un qui est architecte. Et donc, l'autre lui dit, dans la ville, certains bâtiments se taisent, d'autres parlent, et d'autres, enfin plus rares, chantent. On est dans l'analogie du langage que je réfutais tout à l'heure, mais elle fait image, hein. C'est-à-dire que le fait que ça n'émette pas de signes, ou que ça émette des signes qui chantent, c'est mieux que parler, les deux. Effectivement, d'emblée, nous propose une hiérarchisation du phénomène construit. C'est-à-dire que l'architecture, c'est pas le phénomène construit. Si vous vouliez vraiment construire, vous ne seriez pas dans cet amphithéâtre. Vous seriez dans une unité du bâtiment. Parce qu'on va tout vous apprendre, sauf construire. Hein? Donc, si vous êtes bien là, c'est parce que c'est cette dimension en plus du bâtiment qui vous attire dans l'architecture. Ou sinon, c'est que vous vous êtes trompé d'école. Donc, pour revenir à cette notion de l'édifice qui fait sens, j'aimerais mettre en débat ou vous proposer une distinction quant à l'origine de l'architecture. Quelle est la première architecture? Et là déjà, vous allez voir que le débat théorique se noue. Les fonctionnalistes vont vous dire, ah bah oui, l'architecture ça sert à s'abriter, le bâtiment ça sert à s'abriter, c'est la cabane. La cabane qui, d'après l'abbé Laugier ou Goethe, enfin donc à la fin du XVIIIe, tous ces gens-là nous ont dit l'origine, c'est la cabane. Rick Vert a écrit un très joli livre que vous avez dans la bibliographie que je vous distribue à la fin, qui s'appelle La maison d'Adam au paradis, qui est voilà la première architecture que je réfute. Le premier signe qui nous distingue des grands primates, puisqu'il apparaît dès les Néandertals, c'est la tombe. Le premier édifice pérenne, qui est pérenne par essence et par objet, c'est-à-dire qui est pérenne parce qu'il faut qu'il dure, c'est la tombe. Et pour reprendre encore une phrase de Valéry, qui est au tympan du palais de Chaillot, il dit l'architecture trésor au tombeau. Donc je reprends le mot tombeau, l'origine, le besoin non animal, on le verra, de fabriquer quelque chose qui transgresse le temps, c'est effectivement ou le tombeau ou le grenier. Le roi Gourand, qui est un préhistorien, écrit définit bien dans le geste et la parole le moment
dans cette espèce de soupe génétique là, entre les primates et les débuts des sapiens, etc. Hein, on a une période là entre moins 400 000 et moins 40 000 où on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais on sait que l'espèce humaine émerge d'une relation animale à la nature. Et c'est cette émergence, elle se fait justement avec l'architecture. C'est ce qui lui donne peut-être un peu de poids, l'architecture. Et à travers ce besoin, qui est bien spécifique à l'architecture, de pérennité, de transmission, de faire passer d'une génération à l'autre. Hein, quand on protège les greniers, c'est la promesse de la moisson future. Hein, c'est savoir qu'il y aura dans le cycle annuel, qui va se renouveler et qu'il faut garder des semences pour l'année prochaine. Hein, ce que aucun animal ne fait. Hein. Donc cette conscience du temps, je crois que l'architecture se déroule dans l'espace, mais vous verrez que son vrai objet, c'est le temps. Et de transgresser le temps, d'aller au-delà du temps, hein, de préserver les mânes de l'empereur, de se préserver du retour des fantômes, parce que c'était une des raisons de la tombe, c'est qu'il fallait calmer les morts, il fallait passer un pacte de non-agression entre les morts et les vivants, hein, et le bon moyen que les morts soient tranquilles et au repos, c'était effectivement de leur consacrer une demeure et de manière permanente. Et effectivement, les tombeaux ont été ainsi construits que parmi les plus vieux édifices qu'on possède, les pyramides égyptiennes en sont. Et sachez que les temples égyptiens n'étaient rien d'autre que des greniers. Hein, Knossos, hein, de la civilisation archaïque minoenne en Crète, quand vous regardez les plans de Knossos, ce ne sont que des resserres pour les jarres d'huile ou des greniers pour le blé. Hein. C'est-à-dire que il semblerait que d'édifices qui ont une importance, en fait de bâtiments qui ont une importance par leur signification, en voilà bien une de signification, celle du grenier ou celle de la tombe, qui s'installe dans une durée qui excède la vie de ceux qui le font. La pérennité en architecture, c'est quelque chose qui va, vous le verrez, on va le rencontrer sans arrêt. Ça dure. Alors je vous ai dit que ça pesait beaucoup. Et comme ça pèse beaucoup et que ça ne se déplace pas, eh ben ça dure beaucoup aussi. Hein, dans une civilisation où l'obsolescence est, enfin une culture, la nôtre, où l'obsolescence est fait évidemment partie du cycle économique, mais les bâtiments, eux, ont beaucoup de mal à ne pas durer. Alors évidemment, on ne va pas dire qu'il n'y avait pas de cabanes au moment où on faisait les tombes néolithiques. Sauf que ces cabanes, justement, elles étaient d'une part très éphémères parce qu'il y avait des habitats de chasse et des habitats permanents, et puis elles étaient construites à dessein pour ne pas durer. Elles étaient en branchage, en feuilles, en mousse, voilà. Et les villes vont rester en bois jusqu'à l'incendie de Londres de 1450. Donc vous voyez bien que la manière de fabriquer la cabane ne véhiculait pas ce désir de transgresser le temps, d'aller au-delà des générations. Vous allez voir que ce concept de pérennité, par rapport à celui d'obsolescence, il va forcer la main à la signification. Parce que quand vous faites quelque chose d'obsolescent qui va durer une soirée, une saison, votre responsabilité n'est pas trop engagée. Vous avez une commande à un moment donné, vous y répondez momentanément,
Et puis vous savez que même si c'est un peu loupé, c'est pas bien grave, de toute façon, on va en changer dans un an. Quand vous construisez, quand vous coulez des milliers de tonnes de béton, ou que vous assemblez des milliers de tonnes d'acier, vous parlez à des gens qui vous émettez effectivement du sens, vous donnez une forme à cette chose, et cette forme, elle va parler à des gens qui ne sont pas nés. C'est une drôle de responsabilité. Hein. Vous parlez, vous n'êtes pas dans l'immédiat de la réponse. Hein. Vous êtes projeté dans une responsabilité qui est celle de comment vous donner forme aujourd'hui à quelque chose qui restera forme dans 50 ans, dans 100 ans. Cette responsabilité-là, elle est extrêmement différente de la responsabilité que peut avoir un peintre ou un musicien ou un écrivain. Parce que les peintures, ça se range dans les placards, les partitions et les disques, ça se stocke aussi, et que les romans, il faut les ouvrir pour les lire. Les bâtiments, ils sont là, qu'on veuille ou non. Ils profitent ou ils doivent porter le fait d'être des contemplations forcées. Donc vous voyez cette idée de la pérennité, cette idée du rôle symbolique extrêmement fort pour une société, hein, de construire la tombe de l'empereur ou le grenier qui va permettre au genre humain, à la société en question, de perdurer dans le temps. C'est pas du tout la même chose que de créer un abri contre le froid momentané. Donc, alors, ces deux fonctions, parce que je reconnais aux deux, à la différence de mon ami Larocque qui lui a tendance à dire hors du temple, ce que j'appelle la tombe, lui il appelle temple. Mais moi, comme je suis pas très religieux, je préfère la tombe. Comment dire, hors du temple ou hors de la tombe, pas d'architecture. Je dirais pas ça. Je pense qu'il y a deux exercices du métier de l'architecture qui se combinent aujourd'hui. Le deuxième, celui de faire des cabanes, n'a jamais été confié à un architecte. Hein, les architectes, dans leur la profession d'architecte et l'architecture, c'est pas la même chose. Hein. On fera bien le distinguo. L'architecte, il naît à la Renaissance et il est beaucoup en question aujourd'hui. Je vous ai dit, vous êtes à la fin d'un monde au début d'un autre. On ne sait pas très bien comment ça va se passer. Raison de plus pour y réfléchir. Mais l'architecte de la Renaissance, il est dans la tradition du tombeau. Il fait des palais, il y a eu beaucoup de travail militaire chez les architectes de la Renaissance, donc les églises, les palais. Quelques débuts d'équipement public, Filarete pour l'hôpital de Milan, par exemple, et puis ou les monastères, et puis l'habitat normal, si j'ose dire, la cabane devenue échoppe médiévale, devenue grange, etc. Elle s'était construite par les artisans. Parce que la Renaissance, j'y reviendrai dans 2 secondes, a créé une nette séparation entre ce qu'on a appelé les arts libéraux et les arts mécaniques. Et évidemment, la charpente, la taille de la pierre et tout ça sont restés les arts mécaniques. C'était des arts non nobles et qui étaient générés par des artisans qui étaient d'ailleurs, j'y reviens, très localisés dans des régions avec des savoir-faire qui se transmettaient de bouche à oreille au fil des générations. Il faut attendre cette fameuse crise du 19e, cette fameuse désorientation du 19e, pour voir apparaître un phénomène tout à fait nouveau,
c'est qu'une classe sociale se met à en loger une autre. Grosso modo, les architectes étaient les metteurs en forme des classes sociales régnantes, hein, et exclusivement, et à partir du 19e, on leur demande, la classe sociale régnante, si j'ose dire, dominante, hein, va demander aux architectes de fabriquer de l'habitat pour soit carrément des cités ouvrières, 1870, à Mulhouse, ou l'immeuble de rapport qui fera la fortune du Paris haussmannien. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un immeuble de rapport? C'est un immeuble qui rapporte. Ça veut dire un bâtiment qu'on construit pour qu'il rapporte de l'argent. Ce n'était pas le cas des églises, ce n'était pas le cas des palais. Donc cette nouvelle activité que l'architecte du 19e prend en charge est devenue aujourd'hui majeure dans les agences dans lesquelles nous travaillons. Et ça se mélange avec des préfectures, des hôpitaux, des palais de justice, etc. Je pense qu'il faut faire un distinguo très fort entre les bâtiments qui symbolisent une organisation sociale à un moment donné, de ce que les politiques appelleraient des valeurs, hein, ce que d'autres appelleraient une éthique. Enfin bon, moi je me méfie de ces mots-là. Mais en tout cas, quelque chose qui est représentatif collectivement de la société et du moment dans lequel on est, avec un savoir-faire élégant et empathique au bénéfice du confort de nos contemporains. C'est pas tout à fait le même métier. Alors, évidemment que c'est le même métier parce que les deux sont bien amenés à construire. Mais je pense qu'on ne peut pas... Il y a des erreurs qui sont faites dans ce mélange en donnant des attributs de la tombe et de la pérennité de ces éléments à des constructions qui, elles, n'ont pas cette vocation. Et de la même manière, il y a une fausse modestie à dessiner des palais de justice qui ressemblent à des immeubles de bureaux sous prétexte, je ne sais pas quoi, d'une légalisation des morphologies. Hein. Donc vous voyez bien qu'on n'a pas les mêmes responsabilités quand on travaille symboliquement à l'échelle d'une société, mais voire à l'échelle de la représentation que le genre humain se fait de lui-même quand même. Il faut oser dire des trucs comme ça. Hein. Et puis de rendre service, hein, le mieux possible, avec élégance, ça veut dire avec des efforts qui ne se voient pas, hein, pour rendre le plus confortable possible la vie de nos contemporains. C'est pas tout à fait la même mission, même si ça se fait avec les mêmes métiers. Vous voyez que ce mot édifice, il nous a emmenés déjà assez loin. Prenons bâtir. Et là, on va se retrouver un petit peu en porte-à-faux par rapport à ce que j'ai laissé entendre de la différence entre la tombe et la cabane. C'est que, vous l'avez bien compris, pour moi, la tombe, c'est le signe du début de l'humanité. C'est-à-dire, c'est le signe de la conscience de la mort et de la volonté de se pérenniser dans le temps. La pérennité de la tombe, elle est égoïste, c'est le genre humain qui veut pérenniser, hein, qui veut se pérenniser. Manque de peau, les animaux construisent très bien. Les oiseaux et leurs nids, les abeilles et leurs ruches, les termites et leurs termitières, les castors et leurs barrages, ça n'a rien de spécifiquement humain de bâtir. Et comme si le règne animal, en partie, pas tous, hein, avait trouvé que la nature n'était pas tout à fait bien faite et qu'il il manquait un complément. Hein. Il faut faire le nid, il faut faire la ruche,
Le nid, vous le voyez, la ruche, c'est des greniers génétiques, hein. C'est les endroits où se fait la reproduction. C'est quand même le même, j'allais dire le même moteur. C'est faire durer l'espèce, en l'occurrence le merle ou le pigeon, mais ou l'abeille. Je vous signale que ce qu'on appelle encore les sociétés animales, c'est-à-dire les animaux qui font société, en particulier les plus étudiés, c'est les fourmis, les termites et les abeilles, fascinent nos amis architectes anglo-saxons. Ce qu'on appelle le swarm intelligence. Swarm, l'essaim, S-W-A-R-M, l'intelligence de l'essaim. En fait, c'est pas de l'intelligence du tout. C'est des marquages au phnéronome mais qui effectivement semblent organiser, entre guillemets, l'activité des termites ou des fourmis pour fabriquer des trucs invraisemblables. Ce ne sont pas des petits bâtisseurs. Une termitière, à l'échelle du termite, si on la mettait à l'échelle humaine, elle ferait 800 mètres de haut. Donc on n'est pas tout à fait arrivé là pour le moment, hein. Donc ils sont un peu en avance. Les termitières ont des réseaux d'aérolique, c'est-à-dire de mouvement de l'air, hein, ont des gaines, hein, qui permettent d'amener l'air, d'évacuer l'air vicié, etc., etc. Alors, moi je suis un vieux darwinien, donc c'est l'évolution qui petit à petit a réussi à spécialiser tous ces fameux constructeurs qui sont des gens extraordinaires. Donc vous voyez, bâtir, autant la tombe nous distingue, parce qu'aucun de ces animaux de fait tombe, ils font des cabanes, autant je pense que la tombe est un marqueur, en suivant les préhistoriens comme le roi Goran, du début de l'humanité, autant le fait de bâtir ne l'est pas. Alors, l'architecture, c'est l'art de bâtir. Oh, ça c'est un mot dangereux, ça. Moi, je pense qu'il y a deux acceptations à ce mot art. Et ça va me permettre de revenir sur la rupture de la Renaissance. L'art, dans cette définition du dictionnaire de Larousse, là, l'art de bâtir des édifices, à mon avis, l'art, il faut l'entendre comme l'art du chirurgien, l'art du cuisinier, comme une bonne manière de faire. Vous verrez que dans les mots de la théorie de l'architecture, enfin dans les mots que moi je vais rechercher, l'idée, la manière de faire est extrêmement importante. Il y a un vieux dicton français que j'aime beaucoup qui dit « l'art est dans la manière ». C'est un dicton que pourrait employer une vieille cuisinière ou n'importe quel artisan, hein, dans le coup de main, dans la bonne manière de faire. Cette idée qu'il y avait des bonnes et des mauvaises manières a accompagné le discours sur l'architecture, hein. C'est-à-dire qu'à chaque période de l'histoire, à chaque moment comment dire, oui, à chaque moment stylistique, eh bien, on consacre par convention la bonne manière de faire. Et évidemment, au bout d'un moment, eh bien, il y a des nouvelles manières qui se présentent comme des mauvaises manières. Et les mauvaises manières vont devenir les bonnes manières plus tard, hein. Mais il y a cette traversée du convenu, hein, de convenir ensemble que c'est ça qui nous représente, c'est ça qui correspond à qui on est socialement à un moment donné, hein. Et donc ces conventions, ce côté conventionnel du rapport entre la création architecturale et la société est évidemment un des enjeux de l'architecture.
C'est une espèce de chambre d'enregistrement de la création des formes, si on veut. La convention, la bonne manière. Donc, cette acceptation, cette première acceptation de l'art comme la bonne manière, comme celle qui est convenue, elle correspond assez bien à ce que j'appelais tout à l'heure les arts mécaniques. C'est-à-dire à cette division intellectuelle, sociale, du travail, jusqu'à la Renaissance, entre tous ceux qui faisaient, les peintres, les sculpteurs, les bourreliers, les fabricants de carrosses, etc., tous ces artisans innombrables, eh bien, jusqu'à la rupture de la Renaissance, ils travaillent dans des ligues, dans des ordres. C'est-à-dire que les mosaïstes de Venise, par exemple, qui sont bien décrits dans un très joli roman de George Sand, si vous voulez mieux comprendre ce phénomène. Les mosaïstes de la Renaissance, ils appartenaient à une société qui leur délivrait le droit d'être mosaïstes ou pas. Après le fameux apprentissage, après avoir servi un maître pendant des années, après avoir fait un chef-d'œuvre ou pas, etc. Quand il y avait un conflit entre ces gens et leurs clients ou le travail qu'ils effectuaient, c'était l'autorité de la jurande, l'autorité de l'ordre qui réglait le problème. Aujourd'hui, en Espagne, les colegios de arquitectura de chacune des provinces gèrent les contrats des architectes. C'est une vieille réminiscence de ce travail des jurandes, enfin, puisque c'était des métiers jurés, et qui ont été abolis définitivement pour l'ensemble, y compris les bourreliers, les fabricants de carrosses, par la Révolution française, qui considérait que c'était une entrave à la liberté d'entreprendre. Qu'est-ce qui se passe à la Renaissance? Il existe, à côté de ces métiers et de leur organisation, il existe ce qu'on appelle les arts libéraux. Pour parler très clairement, tout ça vient du monde romain. Dans la société romaine, l'exercice des arts libéraux pouvait être fait par les citoyens libres, alors que les arts mécaniques étaient réservés aux esclaves et aux affranchis. Et les arts libéraux de la Renaissance sont des arts assez intéressants parce que ils regroupent c'est une liste de ratons laveurs que j'ai là. Oui. Il y a dans les arts libéraux avant la Renaissance la grammaire, la rhétorique, la logique, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Qu'est-ce que l'astronomie, la musique et la grammaire ont à voir ensemble? À part que on pouvait être citoyen libre, voire noble, et la pratiquer. D'abord, ce sont tous des domaines de connaissance. Effectivement, c'est pas même s'il y a des musiciens, mais le musicien qui gratte le violon, là, il faisait pas partie des arts libéraux, c'était celui qui inventait la musique, qui la notait. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, outre d'être des territoires de connaissance? Ce sont tous des domaines où la mesure est importante. Hein? Que ça soit la grammaire, que ça soit la rhétorique avec, on le verra, le rythme et la répétition, que ça soit la logique avec les enchaînements et les syllogismes, que ça soit l'arithmétique, ça vous connaissez, ou la géométrie évidemment, ou l'astronomie, ou la musique, tout ça, c'est des arts de la mesure. Et il y a, donc c'est Vasari qui va faire ça en 1500, hein, il y a la création, donc je crois que c'est à Bologne,
d'une école de dessin pour les arts libéraux. Pour les peintres, les architectes, les sculpteurs, et la revendication de ne plus dépendre des jurandes et des organisations de métier, mais d'être des artistes contractants. C'est Laurent de Médicis qui affranchit, notez le poids du mot, hein, qui affranchit Michel-Ange de l'obéissance aux organisations de métier. Alors on est passé là, à ce moment-là, de l'art comme un art de faire, comme une bonne manière de faire, à la notion de l'artiste, qui va se développer de manière autonome, qui va contracter librement, hein, et qui va devenir de plus en plus autonome jusqu'à devenir, avec Courbet, un marchand. C'est-à-dire quelqu'un qui vit de la vente de ses trucs. Hein. Ça arrive 19e. Hein. Hein. Et donc, raison de plus pour appeler au secours Alberti et l'idée que sans théorie, l'architecture n'est qu'un commerce. Parce qu'aujourd'hui, tout est commerce. Hein. Comment arriver à sortir la tête de l'eau du simple mécanisme commercial. Or, on voit bien que le statut d'artiste, par rapport au statut d'artisan, pour faire les mêmes métiers, hein, en l'occurrence le nôtre, eh bien, il a beaucoup changé la manière de faire, justement. Voilà. Alors ça, c'était un peu une introduction un peu longue à ce qu'on va essayer de comprendre. Hein. On va essayer de comprendre à travers ces différents mots. La prochaine fois, je vais vous faire un cours très rapide sur Vitruve et surtout sur ce qui, à mon avis, manque chez Vitruve. J'ai dit assez de mal pour que je puisse compléter. Hein. On fera ensuite une séance un peu de sémiologie architecturale, de manière à ce que vous compreniez un petit peu comment s'articule sens et signification dans les édifices. Hein. Et puis on va commencer notre quête à travers l'échelle, l'ornement, le rythme, etc. Et on va rencontrer toujours cette espèce de spécificité. Enfin, je ne sais pas comment vous le dire, que ça ne m'apparaisse pas comme complètement pédant, mais je crois que l'architecture a partie liée avec la naissance et avec la continuité du genre humain. Aussi bête que ça. Hein, on a vu qu'avec la tombe, on était aux prémices, on était aux fonds baptismaux de l'humanité, hein, et comment ce rôle qui accompagne l'histoire humaine, et bien comment ce rôle de l'architecture est spécifique à l'architecture, hein, n'est pas partagé avec les autres arts, hein, et en quoi ça sera la conclusion, en quoi elle est précieuse dans la crise qu'on va vivre aujourd'hui. Voilà.